Compatriotes congolais, nous voici à l'heure du rendez-vous pour parler de ce que je vous ai réellement promis. Il s'agit de ce message que je veux bien adresser à tout le peuple congolais et qui puisse comprendre réellement qu'est-ce qui se passe dans la politique, d'où nous sommes venus et où nous allons. C'est très important de connaître ces choses-là. Et aujourd'hui, en ce jour du samedi 10 octobre 2020, je pense que les choses se sont réellement déroulées de telle sorte que chaque Congolais puisse réellement comprendre la vérité et comprendre tout ce que je veux dire. Et ce temps n'est plus ce temps d'amusement. C'est un temps qui est venu où nous devons maintenant trier le blé et livrer. Nous devons séparer les deux choses. Et toutes ces choses, vous allez comprendre parce que je veux prendre tout mon temps possible pour vous expliquer cela. Et mon souhait le plus profond est que vous preniez tout le message que je vais vous dire dans le bon sens. Je ne suis pas ici pour séparer les Congolais, mais je suis ici pour unir les Congolais. Et je sais que des vérités seront dites, mais toutes ces vérités seront des vérités de la famille. Dans la famille, il y a beaucoup de proverbes, mais dans les Chiluba, il y a un proverbe qui dit Cela veut dire, c'est dire des vérités ne veut pas nécessairement dire que nous sommes ce n'est pas pour se diviser, mais c'est pour tout simplement question de connaître ça. Toi et moi, nous avons un seul père, mais nous avons des mères différentes. Mais ta mère avait tué ma mère pour raison de jalousie que toi et moi ne connaissons pas. Mais cela ne veut pas dire que toi et moi nous devenons des ennemis. Non. C'est ça ce proverbe, c'est ce que ça veut dire. Aujourd'hui, je vais beaucoup m'attarder sur notre famille. Je parle de notre famille parce qu'il s'agit de compatriotes avec qui nous pensons être avec nous et capables de comprendre ce que nous sommes en train de parler pour le développement de la RDC. Je vais parler par exemple de Valentin Moubake, je vais parler de Martin Fayoulou, je vais parler d'Adolphe Mouzito, je vais parler de Honoré Ngwanda, je vais parler de Moïse Katumbi, de Jean-Pierre Bemba, Eve Bazaïba. En fait, ce sont ces personnes qui constituent presque la famille. Et alors nous allons nous dire des vérités dans cette famille. Parce que si nous voulons évoluer, bien sûr, nous devons se dire des vérités. Et ce n'est pas pour que ces choses arrivent à confondre ce que nous avons réellement à voir dans ce que nous sommes en train de faire. Et ces personnes, ce sont ces personnes qui se sont présentées devant les Congolais comme des leaders, comme des personnes qui sont capables de faire partir des Congolais du point A vers le point B. Mais nous voyons que maintenant, avec la situation de Milembwe, ça devient un très grand défi. Et ils sont là et nous sommes en train de voir qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Et je vais vous faire tout simplement dire que, pour moi, Milembwe reste et restera congolais. Milembwe ne sera jamais pris. Milembwe, c'est ceux qui ont investi dans Minembwe ont perdu leur argent. Ils ont jeté cet argent par la fenêtre. Ce territoire, nous allons le récupérer parce que pour le moment, il est dans les mains des Rwandais. Et il sera récupéré. Et le Rwanda risque de payer très fort cette facture. Il risque de payer très très fort. Et pour moi, la situation de Minembwe constitue tout simplement un signal fort pour réveiller la jeunesse congolaise afin de mettre à nu le mensonge de plusieurs hommes politiques que nous avons. Vous avez entendu des réactions à gauche et à droite. Mouzito, est-ce qu'il a parlé quoi? Est-ce que... Bon, nous allons y arriver dans toutes ces choses. Mais la situation de Minembwe, pour bien comprendre cette situation de Minembwe, je vais vous donner une anecdote. Si vous comprenez bien cette anecdote, vous allez comprendre facilement que Minembwe
c'était un signal. C'est un signe qu'on nous a donné pour que nous puissions comprendre réellement qui nous sommes. Alors, cette anecdote est en rapport avec la colère qui a frappé tous les Congolais. Vraiment, cette situation de Minembwe n'a pas laissé les Congolais tranquilles. Et cette colère semble celle advenue à un homme dans l'histoire. Et cet homme était devenu un grand champion à la suite de cette colère. Ça veut dire que cette colère de Minembwe doit être prise par les Congolais comme quelque chose, comme un signal, comme un catalyseur pour arriver à être champion. Et cet homme-là était champion dans toutes les catégories de la boxe. Il s'agit de Mohamed Ali, Cassius Clay. Bon, c'est un Américain. Ce monsieur-là, comprenez bien cette anecdote, c'est une histoire vraie. Ce monsieur-là a 12 ans. Il étudiait, son père a fait des grands sacrifices pour lui acheter un vélo. Et ce vélo coûtait à peu près 60 $. À cette époque, et maintenant, si nous pouvons évaluer, c'est à peu près dans les, entre 400 $ ou 600 $. Et son père avait fait des grands sacrifices. Cassius, qui est Mohamed Ali, est parvenu à être victime d'un vol. Vous voyez quelque chose de pris, mais qu'on vient de lui voler. Et c'est comme Minembwe. Minembwe vient d'être volé. C'est quelque chose qui est très précieux au nom de Congolais. Alors, Mohamed Ali avait pris une rage très forte. Il s'est dirigé vers la police. La police, c'était en fait des Blancs qui les maltraitaient à cette époque, parce que nous sommes dans les années, je sais pas moi, c'est un peu 60, je sais pas moi. Mais à cette époque, les Noirs n'avaient pas un mot à dire. Donc, aller porter plainte, ça ne servait à rien. Mais Mohamed Ali est allé porter plainte, croyant que ils allaient résoudre sa question. Mais il a tellement pleuré, il était tellement enragé qu'une personne l'a rencontré, lui a demandé qu'est-ce qui ne va pas. Et Mohamed Ali lui a expliqué que je suis en train de chercher. J'avais un vélo, l'unique richesse, mais on vient de me le piquer. Et je suis en train de chercher la personne que je vais trouver. En tout cas, je vais la frapper à mort. Et la personne lui dit, mais écoutez, et si cette personne est très forte? Vous comprenez ça? C'est-à-dire, si nous essayons de prendre ça sur la situation de Minembwe, vous allez comprendre que Martin Fayulu, lorsqu'il a gagné les élections, il est allé vers les Occidentaux. Des gens qui lui font du mal. C'est là qu'ils étaient entrés. Et je vais y arriver parce qu'il n'a même pas trouvé de solution là-bas. Alors, Mohamed Ali est allé chez ses bourreaux pour aller porter plainte. Mais heureusement, en cours de route, bien sûr, il a rencontré une personne qui lui a dit, c'était un noir, il lui a dit, mais écoutez, je comprends bien ta douleur, mais si cette personne est plus forte que vous, qu'est-ce que vous allez faire? Actuellement, c'est ce que nous sommes en train de voir. Qui sont derrière Minembwe? Qui sont derrière le Rwanda? Donc tout ça, c'est la grande puissance que si nous ne sommes pas prêts, nous n'allons rien faire contre eux. Nous pouvons piquer la colère, nous pouvons piquer toutes sortes de colères, mais cela ne changera rien. Pourquoi? Parce que nous sommes devant une personne très forte. Et c'est ça, cette personne avait dit à Mohamed Ali qu'il faut d'abord que tu apprennes à te battre. Il faudrait d'abord apprendre à boxer en premier, et c'est après que lorsque vous allez le rencontrer, vous pouvez aussi faire face. En réalité, c'est ce que nous sommes en train de faire. Moi, j'ai dit au peuple congolais que la situation que nous sommes en train de traverser, ce n'est pas une situation récente. C'est une situation qui est passée des étapes en étapes. Et piquer une crise de colère aujourd'hui, ça ne résoudra aucune solution. Ils peuvent vous prendre, d'ailleurs, ils viennent avec leurs avions, ils prennent la marchandise comme ils veulent. Il n'y a aucun Congolais qui les arrête. Donc ce n'est pas votre colère qui va arrêter cette affaire-là. Et Mohamed Ali a commencé à s'entraîner
très vigoureusement. Dans la tête de Mohamed Ali, c'était contre son adversaire. Vraiment, nous nous comprenons très bien. Dans la tête de Mohamed Ali, ce n'était pas de devenir champion du monde. Il n'avait pas ça en tête. Lui, c'était son problème, c'était le vélo. Son père a perdu beaucoup d'argent. Il a dépensé beaucoup d'argent pour l'acquérir. Et Mohamed Ali, pour lui, dans sa tête, c'était de se battre pour récupérer ce vélo-là. Mais il ne savait pas que c'était la voie pour qu'il puisse devenir le champion du monde. Et vous ne savez pas que la situation de Minembwe nous est imposée pour que la conscience puisse se réveiller et que nous puissions aller vers l'avant. Cette colère-là doit être transformée à une colère des champions. Et c'est cela ce que nous allons voir, bien sûr. Il n'y a rien qui arrive si cela n'a jamais été préparé dès les débuts. Ce pays-là, c'est notre pays. Ce pays-là n'a jamais été une colonie. Ce pays-là est né libre. C'est là où je comprends un peu les compatriotes qui parlent d'une terre bénie. La RDC n'a jamais été une colonie. Non, jamais. Ça a toujours été un État indépendant du Congo, mais qui, à un certain moment de l'histoire, avec les dettes, le roi Léopold II a dit, bon écoutez, prenez un peu, dès que vous allez récupérer ce que vous allez prendre, bon maintenant retournez sur ce pays-là. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont pillé, et avec la mort de Léopold II, bon ils se sont accaparés bien sûr, et c'est ce qui a fait la colonie, mais ce pays n'a jamais été colonisé. Les Belges c'était des voleurs, ils sont venus pour une mission bien déterminée de récupérer leur argent et de retourner et de laisser le pays tranquille. C'est un pays qui n'a jamais été colonisé. Compatriotes congolais, nous n'entrons pas encore dans la matière de ce message d'aujourd'hui. Je vais vous parler de 4 points. Le premier point, je vais vous parler des politiciens de l'opposition que Minembwe a mis presque un chaos, échec et mat. C'est là où je vous ai dit que je vais parler de Valentin Moubaké, je vais parler de Martin Fayoulou, je vais parler d'Adolphe Mouzito, et ainsi de suite. Honoré Ngwanda, bien sûr, aussi. Je parle de ces 4 personnes parce qu'au moins eux ont eu le courage de parler et d'adopter le langage du peuple. Bon, après ce point, nous devons parler du Congo libre. C'est dans sa stratégie de convergence parallèle. Après, au 3e point, je vais parler des époques. S'il vous plaît. Je vais parler des époques. Vous savez, notre vie a des époques. Les différentes époques. C'est ainsi que même dans l'histoire, il y a toujours la période des classiques, la période des romantiques, la période de Renaissance. Oui, il y a toujours des périodes comme ça dans l'histoire de la vie humaine. Et notre vie politique a aussi des périodes que j'essaierai de vous parler. Et en fin de compte, je vais vous parler de cette époque qui est la Renaissance. Parce que la Renaissance, c'est l'ère dans laquelle où nous nous trouvons maintenant pour évoluer. Commençons par le premier point. Le premier point, qui est un échec mat, qui est donné à nos politiciens congolais. Et comme je vous ai dit, nous allons nous dire des vérités. Mais des vérités qui ne soient pas capables de nous séparer, mais de nous unir, de trouver des solutions pour que nous puissions aller en avant. Je vais parler de Valentin Moubaké d'abord. Devant la situation de Minembwe, qu'est-ce que Valentin Moubaké, qu'est-ce qu'il a dit, quelle est sa position? Je vous fais savoir que Valentin Moubaké est l'unique fils d'Étienne Tshisekedi, que nous pouvons considérer comme l'héritier d'Étienne Tshisekedi, politiquement bien sûr. Alors, Valentin Moubaké, devant cette situation, il dit tout simplement aux Congolais, faites la désobéissance civique. C'est la désobéissance civique qui va vous aider à récupérer Minembwe. Il n'a jamais dit comment il doit se faire, comment ça doit se faire, non. Et en plus de cela, Moubaké continue pour dire que écoutez, nous sommes dans un pays occupé. Les élections ne doivent pas avoir lieu. Oui, ça ne doit pas avoir lieu. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Moubaké n'a pas répondu.
Il dit non, ce pays est ingouvernable. Mais c'est vrai. Mais comment faire pour que ce pays soit gouvernable? Là, Moubaké n'a pas dit un mot. Moubaké dit que bon, la CENI, avec sa forme actuelle, ne peut pas organiser des élections crédibles. Nous disons oui, il a raison. Ça ne peut pas organiser les élections. Mais à la place, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Moubaké dit ceci. Non, pour que nous puissions résoudre cette question, nous devons aller à la conférence internationale. Il faut une conférence internationale sur la RDC, c'est-à-dire un dialogue international. Donc, le terme dialogue est revenu. Parce que international, national, c'est presque la même chose. Et Moubaké, pour terminer, il dit, ben, écoutez, je demande tout simplement à Tshilombo et à Kabila d'organiser une juridiction spécialisée. Je dis Kabila parce que c'est Kabila qui est au Parlement. Il est au Parlement, il est au Sénat, il est tout. Pour que les choses puissent marcher, il faudrait que le Sénat bouge. Voilà, c'est là où il y a les noms de Kabila qui viennent. Alors Moubaké dit qu'il faudrait que nous puissions créer une juridiction spécialisée pour se saisir du rapport mapping. Bon. C'est ça. Donc, vous voyez que c'est un peu flou. Dans tout ça, on ne voit pas là où réellement le peuple est. Le peuple se trouve au niveau de la désobéissance civile. Mais comment faire cette désobéissance civile? Quel est le calendrier de cette désobéissance civile? Valentin Moubaké ne dit mot à ce niveau-là. Ça, c'est de son côté. Mais allons un peu du côté de Honoré Ngwanda. Honoré Ngwanda a vraiment proposé un plan très important. C'est un plan en 7 points. Très essentiel. Et il a appelé le peuple à la résistance. Ça, c'était très, très important. Mais Ngwanda, son défaut, c'est qu'il s'est entouré comme Mobutu, il s'est entouré des flatteurs. Et voilà, ce sont ces flatteurs qui ne savent pas donner réellement des choses qu'il fallait. Il n'a jamais organisé un congrès, il n'a jamais réuni les Congolais capables ou les politiciens capables. Donc il n'a jamais eu cette initiative de regrouper les hommes politiques et parler de la RDC. Et en entendant, il est là toujours pour faire des dénonciations, des révélations. Il en a toujours fait. Il en fera toujours davantage. Mais des propositions, il n'y en a pas. Il appelle le peuple à la résistance. Les 7 points, ok, mais donnez-nous le chemin pour le faire. Autour de lui, il n'y a que des flatteurs. Et voilà le problème. Donc là, nous sommes dans la famille. Cela ne veut pas dire que je suis contre Ngwanda. Non, 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 non. Et je ne flatte pas pour cela. Mais nous devons nous dire des vérités. Ngwanda doit nous dire, nous proposer d'ici une semaine, d'ici 2 semaines, que voilà, on commence par ceci, pam, pam, pam. Si ces députés-là ne quittent pas le Parlement, voici ce que vous devez faire. Mais c'est un bon plan. C'est un bon plan qui sera même exécuté parce que s'il dit que, bon, écoutez, nous donnons 1 semaine ou 1 mois, tous ces parlementaires de ceci ou de ne pas quitter. Mais il y aura ce qu'on appelle la visite parcellaire. Et on a vu cette démarche réussir à la CNES. Pourquoi la CNES, d'ailleurs, je vais y arriver, pourquoi la CNES avait réussi? Pourquoi la CNES avait ballotté du camp des Mobutistes vers le camp de l'opposition? C'est parce qu'il y avait cette technique. Ngwanda connaît cette technique. Parce qu'ils étaient des victimes. Et il doit le dire. Si ces gens-là ne quittent pas le Parlement, voici ce que le peuple, vous devez faire. Et Ngwanda est incapable de dire ça. Disons-nous de vérité. Allons un peu du côté d'Adolphe Muzito. Adolphe Muzito, vraiment, c'est un bon discoureur. Pour lui, je peux dire, c'est lui le Ronald Reagan congolais. Il a un discours très très chaud. Un discours adapté à la population. C'est ça vraiment des leaders politiques. Mais sur terrain, il n'a pas su concilier son discours avec la pratique. Il a été coordonnateur de la MOUCA de novembre, décembre et janvier 2020. Mais il n'a pas organisé le peuple, il n'a pas organisé la diaspora, il n'a pas organisé tout ce peuple-là, parce qu'il n'avait rien dans sa tête. Il était là tout simplement à gérer, et puis c'est tout, il s'est arrêté là. Ça ils ont échoué. Voilà pourquoi pour le moment il ne peut rien dire sur Minembwe. Parce que il va le dire sur quoi? Il va aussi dénoncer, il va dire que c'est un plan de ceci. Ça, c'est un discours qui est connu. Et je vais arriver maintenant à Martin Fayulu, qui est le dernier.
Je vais m'attarder beaucoup plus là-dessus parce que si aujourd'hui les Congolais sont en train de souffrir, c'est à cause de Martin Fayulu. Martin Fayulu n'a pas su réellement être en mesure de réaliser ce qu'il avait dit, ou donc ce que le peuple attendait de lui. Et lorsqu'il s'est dit que, bon voilà, je veux une rencontre pour le sortir des crises, donc il faudrait un dialogue pour que nous sachions mettre certaines structures capables de nous amener aux élections anticipées, ainsi de suite. Mais Martin Fayulu oublie bien des choses. Il oublie que cette histoire ne passera pas. Oublie cela. Parce que c'est une bombe. Et aucune personne, ni Kabila ni Félix, ne peut accepter cette bombe, leur arrivée. Parce que c'est leur vie. Ils sont en train de jouer dans l'autodéfense. Donc que Martin Fayulu oublie cette histoire-là. Je vais y arriver. Alors, qu'est-ce que Martin Fayulu a fait encore? Martin Fayulu a oublié quelque chose de très important. C'est qu'il a oublié qu'il a été voté sur base d'un vote tribal. Il oublie cela. Je parle des tribales parce que c'était même à 80% tribal. Comment il a été voté? À l'Équateur, si c'est Jean-Pierre Bemba qui a été voté là-bas, mais sous le nom de Martin Fayulu, c'est là où j'appelle tribal, ou provincial, ou je ne sais pas moi quoi, mais trouvez le terme. Moi, je parle des tribales. Donc, c'est Jean-Pierre Bemba qui était voté là-bas à l'Équateur. Mais toutes ces voix de Jean-Pierre Bemba, il a dit, écoutez, donnez ça à Fayulu. Au Katanga, c'est Moïse Katumbi qui était voté. Et Moïse Katumbi a dit, toutes les voix-là, donnez-les à M. Martin Fayulu. C'est comme ça que ça se passait. À Kisangani, c'était Eve Bazaïba. Eve Bazaïba a dit, écoutez, moi je suis votre fils, votez pour Fayulu. Maintenant, Fayulu a oublié qu'il a été voté sur base de toutes ces choses-là. Martin Fayulu a oublié que s'ils étaient seulement à deux, lui et Félix, dans cette course, Fayulu n'allait même pas faire le poids. Il a oublié. Et c'était un point très important là-dessus. Je vais y revenir pour faire voir que ça ne sert à rien de se vanter sur ces élections qui ont eu lieu. Et le deuxième point qui est une erreur de M. Fayulu, c'est que lorsqu'il a été élu, c'était déjà un pas en avance. C'était même un don de Dieu qu'on lui avait. On lui a offert ça gratuitement. Et la population de Béni qui n'avait pas voté a dit, M. Fayulu, venez ici, prêtez votre serment. Et le serment devrait être normal. C'était quelque chose qui était normal parce que c'était connu, c'était vérifiable. Et c'était vérifiable. Ça pouvait même amener des guerres. Ça pouvait aider ce pays à pouvoir se battre autrement que ce qui est en train de se faire. Mais Martin Fayulu a dit non, vous de Béni, qu'est-ce que vous avez à me donner? Moi, je vais aller en Occident. Voilà là où maintenant Martin Fayulu, il a cru aux Occidentaux. Comme Mohamed Ali, qui on avait volé le vélo, il est allé vers les bourreaux. Martin Fayulu est allé supplier les bourreaux et quémander le pouvoir aux Occidentaux. Ça, c'est une erreur très très grave. Ce que le Congo libre est en train de faire, le gouvernement parallèle, les conseils des ministres, tout ça, c'était la Mouka, c'était le fruit de la Mouka. C'est ça ce que Martin Fayulu devrait faire sur terrain. Martin Fayulu est allé, il a fait un plan de sortie pour exprimer sa colère. Bon, puis il demande d'aller faire un sitting, mais un sitting, ça ne rapportera rien. Ça va poser beaucoup de problèmes et ça va les ridiculiser. Parce que en tant que président élu, vous irez faire le sitting devant qui? Mais vous êtes le président. Vous voyez? Et c'est très ridicule. Il aura le problème, il va se rabaisser au niveau de la ville. Donc il aura le problème avec le gouverneur de la ville, plutôt même qu'avec l'Assemblée. Donc son problème n'arrivera même pas au niveau de l'Assemblée. Ça, il faudrait bien le savoir. Compatriotes congolais, voilà un peu certaines vérités sur les 4 personnes qui semblent être à la tête de l'opinion nationale de notre peuple.
Chacun, j'ai essayé de parler là-dessus afin qu'il puisse comprendre réellement qu'est-ce qu'il peut faire. De toutes les façons, il n'y a pas de fossé dans ce que je dis. C'est ainsi que je passe au deuxième point, un deuxième point qui est très important. Ici, je vais parler de la stratégie du Congo libre. Maintenant, je vais parler du Congo libre. Et le Congo libre, il y a cette stratégie de convergence parallèle. Et cette stratégie, en quoi elle consiste? Parce que c'est la base même. Vous entrez dans le Congo libre, vous avez notre stratégie, notre philosophie, je ne sais pas moi, ce sont des convergences parallèles. Comment les convergences, deux points, deux lignes en parallèle peuvent-ils converger? Si ça converge, alors ce ne sont plus des lignes parallèles. Mais je vous parle de la convergence parallèle en politique, qui est en fait une convergence. D'abord, nous sommes en convergence parce que nous sommes sur le même sol. Nous sommes tous des Congolais. Nous avons tous la même histoire. Nous avons tout, nous avons la même chose. Et même j'ai compris pour la situation de Minembwe. Vous voyez, Minembwe et les gens qui sont avec Kabila et les gens, tout le monde a condamné cette affaire. Donc, toute cette histoire nous intéresse tous. C'est ça la convergence. Nous convergeons parce que nous cultivons la même culture, nous avons l'amour. Bon, voilà. Donc, nous sommes là dans un seul pays qui nous unit. Nous avons un seul fleuve qui nous unit. Nous avons autant de valeurs qui nous mettent ensemble. Et c'est ça la convergence. Mais si les gens, vous voyez que les autres ne parviennent pas à comprendre cette lutte-là, et vous allez comprendre que, prenons par exemple M. Ngwanda. M. Ngwanda, avec Mobutu, il s'est battu contre les gens qu'il soutient aujourd'hui. Il s'est battu contre... voilà. Pourquoi? Parce qu'il a vu que l'intérêt de la RDC était parti. Mais il a compris en retard qu'en se battant contre, par exemple, l'UDPS, il se battait contre lui-même. Et voilà ce qui est arrivé. Nous avons des gens comme Katumbi. Katumbi a travaillé avec Kabila. Lorsqu'on a tué Chebea, ils ont fêté, ils ont pris du champagne. Ils ont dit, bon, écoutez, nous avons terminé avec ce monsieur-là. Il n'avait pas démissionné. Il a continué. Mais aujourd'hui, si Katumbi a compris, il a rejoint maintenant la bonne cause. Et c'est ça la convergence dont je vous parle. Nous avons Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba a menacé même aux Congolais, il dit que si vous sortez, je vous tue. C'est moi, Jean-Pierre Bemba, je vous dis, je vous tue. Mais aujourd'hui, c'est le même peuple maintenant, auprès de quel Jean-Pierre Bemba se réfère. Donc nous avons cette convergence. Même si le parallélisme vient, mais nous sommes dans la convergence. C'est-à-dire, chaque fois que vous faites la politique, chaque fois que vous avez à faire des discours, pensez que nous avons des convergences. Pensez que nous avons des frères, nous sommes des frères et nous sommes des sœurs, et que nous devons cultiver l'amour. Tout passe. Etienne Tshisekedi qui s'est battu pour ce pays n'a même pas eu le pouvoir. Ngwanda aujourd'hui est là où il se trouve. Nous devons nous aimer et nous devons nous battre pour le pays parce que le pays va rester. Mais chacun de nous va passer. Et qu'est-ce que nous allons laisser à notre progéniture? Et c'est là maintenant, nous sommes maintenant dans le parallélisme. C'est-à-dire, le parallélisme, c'est en fait une façon de ne pas pouvoir partager les mêmes idées. D'où devez-vous respecter? Sur terrain, vous ne pouvez pas tuer quelqu'un parce qu'il est du Congo libre. De grâce, ne le faites pas. Et je demande à toutes les grandes organisations, surtout à l'Église catholique, de pouvoir protéger les compatriotes qui peuvent être menacés parce qu'ils sont du Congo libre. Le Congo libre, ils sont des Congolais. Ce ne sont pas des Rwandais, ce ne sont pas des Burundais. Donc, tuer vos propres frères, c'est un crime. C'est un crime et cela ne doit pas passer et ça ne passera pas. Cette affaire est déjà dépassée. On a tué Chebea par des Congolais. Lumumba a été tué par des Congolais. Et c'est comme ça. On s'entretue.
soi-même, et rien ne va évoluer dans cela. Donc c'est ça le parallélisme dont nous parlons, c'est cette différence-là, cette différence d'opinion, cette différence du respect de l'autre, du respect de la valeur de l'autre, de la dignité de l'autre. C'est cela. Et c'est ça ce que le Congo libre est en train de cultiver. Le Congo libre n'est pas un parti politique, ce n'est pas une association politique. Le Congo libre, c'est un creuset politique avec pour mission de réunir la jeunesse. Et cette jeunesse devra se battre pour... ils doivent se battre dans un ordre et une discipline bien faite pour conquérir leur paix, leur dignité, leur fierté, leur grandeur. La lutte du Congo libre, c'est pour... C'est ça la différence même avec le parti politique. Le parti politique se bat pour avoir le pouvoir. Mais le Congo libre se bat pour la dignité du Congolais, se bat pour la grandeur du Congolais, la liberté, la fierté. C'est ça le Congo libre. Et le pouvoir n'est que la conséquence de cette lutte-là. C'est ça et c'est normal, c'est comme ça que ça se fait. Mohamed Ali, lorsqu'il s'est battu, il a commencé la boxe, ce n'était pas pour être champion du monde. Mais cela est arrivé automatiquement. Nous allons y arriver petit à petit. Vous allez comprendre le Congo libre et sa lutte. D'abord, c'est conquérir l'homme. L'homme en tant qu'homme congolais, être créé à l'image de Dieu. Un homme qui doit avoir sa fierté, sa dignité, sa grandeur. C'est ça. Nous voulons d'abord restituer à l'homme sa personnalité. Et après cela, le reste viendra après. Mohamed Ali est devenu champion du monde. Ce sont des choses qui arrivent après. Et je vais vous le dire, dans la lutte de Martin Luther King, c'était comme ça. Il ne s'est jamais battu pour être un chef de l'État des États-Unis. Il n'avait même pas ça dans sa tête. Il s'est battu pour la dignité de l'homme noir. Et toutes ces choses sont arrivées par-dessus tout avec Obama. Et je vais y arriver là-dessus. Compatriotes congolais, nous devons nous battre avec notre stratégie de convergence parallèle. Nous devons nous battre, quelles que soient les circonstances qui s'offrent à nous, quelles que soient les lois devant lesquelles nous devons nous battre et les affronter. N'ayons pas peur d'affronter les lois injustes. Battons-nous, c'est ça la loi de la nature. Nous ne pouvons pas attendre que Kabila nous fasse des bonnes lois qui ne viendront jamais, ou pour arriver à se battre, jamais NON. C'est maintenant que nous devons se battre, c'est aujourd'hui qu'il faut se préparer et c'est maintenant qu'il faut le faire. Je vous donne un exemple où avec des lois injustes, vous pouvez parvenir à gagner. Je vous donne le cas de la CNS. À la CNS, nous sommes en 1991, 1981, 92, et tout ce qui était à la conférence nationale souveraine, c'était 2550 personnes, 2500 personnes qui étaient là. Ils étaient à 90% des Mobutistes à la CNS. Mais qu'est-ce qui a fait qu'Etienne Tshisekedi est sorti? Parce qu'Etienne Tshisekedi n'était même pas le candidat de Mobutu. Donc, vous voyez que si l'UDPS avait dit non dans cette affaire, eh ben, rien n'allait se faire. Et à la CNS, Mobutu avait beaucoup de partis porte-mallettes. Mobutu avait l'argent, il a distribué l'argent. Chacun créait sa part de son parti politique. Tu as un parti politique de 4, 10 personnes. 10 personnes même, c'était beaucoup. On en a créé et tous ces mondes-là sont allés à la CNS. L'UDPS ne s'était pas séparé. Ils sont allés là-bas, je crois. C'était 3 personnes par parti politique. Et imaginez-vous qu'il y avait des Liaou, des Birindois, des Kila, des Iléo. Bon, enfin, pas Iléo, Iléo avait son parti. Bon, ils étaient nombreux, mais ils sont allés seulement 3 personnes parce que c'était comme ça, le quota, c'était 3 personnes. Tout un grand parti qui réunissait toute la République n'avait que 3 personnes. Mais un parti politique avec 10 personnes avait aussi droit à 3 personnes. 3 personnes, oui. Donc, c'est vous dire que... Mais qu'est-ce qui a fait qu'Etienne Tshisekedi est parvenu à passer? Parce que tout était organisé. Les élections, avant le vote, on leur donnait l'argent. Mais Tshisekedi est passé et les choses ont changé. Compatriotes, n'ayons pas peur d'affronter
les lois des criminels. Nous devons les affronter. Ça, c'est le premier exemple que je vais dire, que cela soit à Moubaké, que cela soit dit à Fayoulou. N'évitons pas des lois scélérates. Entrons-y et nous allons les battre comme ça s'est passé à la CNES. Le deuxième exemple que je vais vous donner, ce sont les Noirs américains. Les Noirs américains se sont battus sous leur bourreau, sous les lois de leur bourreau. Et aujourd'hui, ils continuent toujours à se battre. Mais s'ils doivent dire, mais écoutez, nous attendons que les choses évoluent, mais ça n'ira pas, ça ne viendra pas. Il faut aller dans ce sens-là. Donc, vous voyez ça. Et je vais vous dire beaucoup de choses à ce niveau-là. Nous devons nous battre. C'est en se battant que nous allons réveiller la conscience de ce que vous appelez, bon, moi j'appelle le Conseil de sécurité. C'est à ce niveau-là. C'est de la même manière que Kabila ne soit pas représenté en 2018, de la même manière que ces gens-là ont des yeux sur la RDC. Ne pensez pas qu'ils ne voient pas. Mais ils ne peuvent pas le faire si déjà à cette époque où c'était... Mais Etienne Tshisekedi, je vais y arriver, je vous dis que Etienne Tshisekedi c'était l'accompagnateur de Mobutu et l'accompagnateur de Kabila. Ça, nous allons y arriver et vous allez comprendre. Donc, la politique criminelle de la chaise vide ne paye jamais. C'est le moment que nous devons nous mettre sur le terrain et se battre. Et je suis sûr que le peuple bien organisé et un peuple bien discipliné est capable de se battre contre les lois injustes et gagner. Dans ce cadre-là, nous donnons au Parlement tout le loisir possible d'échanger de l'or comme ils veulent. Ils peuvent changer de l'or comme ils veulent, n'ayez pas peur. Ne marchez pas pour dire non, parce qu'ils sont forts. Que vous le disiez, que vous ne le disiez pas, ils sont forts, ils vont le faire. D'ailleurs, ils ont constaté leur... Vous savez, ces gens-là, parfois, ils ont la bonne volonté. Ils ont compris que, en votant Ronsard, ils avaient commis une erreur. Il ne fallait pas qu'ils fassent ça. Et Félix, maintenant, est en train de faire leur jeu, parce que nous allons comprendre cela. C'est que Félix refuse Ronsard pour faire perdurer les choses, afin que le moment venu pour des élections, il n'y aura personne là-bas à la CENI, il n'y aura personne. Et lorsqu'il n'y a personne, la communauté internationale va constater qu'il n'y a personne. Et donc, ils peuvent se donner des prolongements de 5 ans, 10 ans comme ils veulent. Mobutu avait voulu organiser les élections, je crois, après, dans les années 90. Tshisekedi avait refusé. C'est leur jeu. Vous allez comprendre petit à petit que Félix et Kabila sont en train de faire les jeux pour embrouiller la CENI afin de... Vous verrez, et le Parlement sera accepté sur le plan international qu'ils ont voté quelqu'un pour la CENI. Mais qu'un président qui détient l'impérium refuse cela. En avançant, je ne sais pas moi quoi. Et ce sont des jeux. Nous allons y arriver lorsque nous allons arriver à connaître réellement qui est Etienne Tshisekedi. Donc, je disais sur la convergence parallèle, nous donne la solution à tous nos problèmes congolais. Donc, c'est lorsque le peuple va dans les urnes que c'est là où le peuple gagne. C'est le peuple qui gagne. Il faut seulement l'organiser. Le vote, c'est l'unique langage qui est accepté sur le plan international. Si Mobutu est parti, si la communauté internationale s'était liguée contre Mobutu, c'est parce que Mobutu refusait d'organiser les élections. C'est ça même la base, c'était ça la base, c'est ça. Donc les Occidentaux, chaque fois qu'on parle des élections, ne s'amusent pas. Moi, je suis ici, heureusement que je suis dans cette affaire de politique. Je connais comment ça marche. Le blanc, l'Occident, ne jure que sur les élections. Si vous n'organisez pas les élections, s'il n'y a pas les élections, pour eux, ce n'est pas un problème. Mais si vous entrez dans le processus des élections, là, c'est magnifique. Donc, faisons un effort qui est les élections et que les prochaines élections, que le calendrier soit connu d'avance et qu'il y ait des grandes discussions et que ceux qui se disent opposition puissent entrer et aligner les gens.
Parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils doivent demander, c'est que les élections commencent par les primaires. C'est-à-dire, nous devons d'abord avoir les chefs de quartier, les chefs de collectivité, le chef de, je ne sais pas moi, des communes. Et c'est comme ça. Mais nous, on embrouille l'opposition et puis on dit non, il faut la présidence directement. Non, c'est pas ça. Et voilà pourquoi l'UDPS a perdu. Parce qu'on a commencé vers le sommet. Si on commençait par le bas, l'UDPS allait gagner. Parce que c'est l'UDPS qui est presque dans tous ces coins reculés. Donc, compatriotes congolais, il ne faut pas éviter des choses qu'on ne peut jamais éviter. Donc, nous devons être capables à être prêts du côté de notre peuple et à lui demander de pouvoir jouer les rôles qu'il faut jouer. Nous sommes sur un terrain de match de football et la communauté internationale nous regarde. C'est ainsi que le Conseil de sécurité est venu, il a dit que, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez prolongé de 2 ans, vous voulez faire encore quoi? C'est fini. Vous donnez le défunt, ainsi de suite. Donc, faisons participer les conseils de sécurité dans notre jeu, mais pas la communauté internationale. Faites bien la part des choses entre le Conseil de sécurité et la communauté internationale. Donc, c'est ça le petit jeu, et c'est ça ce que je suis en train de vous dire, que Félix a constaté qu'il ne vaut rien avec les élections de 2023, d'où il faut compliquer la CENI avec Malonda. En fait, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Mais qui leur donne la force? Mais ce sont toujours les gens de l'UDPS là qui ont demandé à Félix de retirer sa signature. Il y a toujours ces gens-là derrière. Et qui peuvent mettre la population dans la rue pour dire qu'écoutez, ils sont contre Ronsard. Non, ce n'est pas de cette manière-là. Félix connaît ce qu'il est en train de faire. Et Kabila savent que non, nous devons d'abord bloquer la CENI afin que, le moment venu, nous allons faire sortir les dossiers de recensement, nous allons faire sortir les dossiers de cartes d'identité, nous allons faire sortir... Bon, il y aura toujours quelque chose là, et puis nous devons organiser le budget, et ainsi de suite. Mais c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et à ce moment ici, l'opposition est telle, elle est divisée d'abord, et j'avais proposé qu'il y ait, comment on appelle ça, une convention des démocrates. Vous devez avoir ça. Parce que nous devons connaître qui peut faire quoi. Si le vote actuellement, c'est dans cette convention qu'il y aura un carnet de... comment on appelle ça encore? Ça sera un cahier de charges. C'est dans ce cahier de charges où nous allons dire par exemple que non, nous voulons, pour qu'il y ait de bonnes élections en RDC, les élections commencent par la base, et la date sera connue. Et si à cette date-là, les choses ne se font pas, mais c'est alors que le peuple va dans la rue. Et c'est ça le soulèvement populaire, bien sûr. Donc, ayez du temps à participer, à comprendre les jeux. Là où tout le monde s'est mis d'accord, c'est dans le calendrier électoral. Mais si vous n'organisez pas les élections à la base, c'est que vous n'avez pas la bonne foi. Et c'est là où les choses commencent. Et c'est là où les Romains s'empoignèrent. N'attendez pas que cela arrive au niveau de la présidence. C'est une erreur très très grave, compatriotes. Donc, compatriotes congolais, voilà un peu ce que j'avais à vous dire, du moins à ce niveau-là. Je vous dis qu'il faudrait qu'il y ait le match pour que les spectateurs voient et que on puisse sanctionner. Autant que Kabila a été sanctionné en 2018, de la même manière, ils sont là pour sanctionner tous les gens qui ne comprennent pas ce que c'est la démocratie. Donc, si vous n'entrez pas dans les jeux, donc il n'y aura pas de fautes, et alors ils vont continuer. Et Mobutu l'a fait. Il faut aller dans les jeux, c'est dans les jeux qu'on va constater des fautes, c'est alors on va siffler, et c'est alors que vous aurez tout ce que vous voulez, comme penalty, comme quoi. Mais c'est sur le terrain de match. Les Noirs américains l'ont fait. À la CNS, on l'a fait. Donc, ne cherchons pas à trop compliquer les choses.
que de rester tout simplement des simples spectateurs. Le peuple congolais doit devoir agir et le Congo libre va les aider à ce niveau-là. Je vais arriver maintenant à un troisième point qui est très important. C'est un point qui est de... Ici, il y a un peu de la spiritualité aussi. Essayez de comprendre parce que nous allons des étapes en étapes et chaque étape constitue à ses règles, à sa manière de voir les choses. Vous savez, les anciens étaient très forts parce qu'ils regardaient les astres, ils regardaient... ils voulaient avoir l'information. Et nous, notre problème, c'est que nous avons l'Église qui ne participe pas réellement au jeu de la politique. C'est-à-dire, il y a une différence entre les spirituels et les politiques. Si vous êtes spirituel, non, ça c'est spirituel, c'est pas politique. Non, si vous êtes politicien, non, là c'est la politique. Non, les deux marchent ensemble parce que ce sont la vie des êtres humains. Comprenez bien ces choses et je vais parler de cela. Je vais parler de cette confusion qui existe à ce niveau-là. Comme je l'ai dit, nous sommes sur cette terre des hommes, c'est la terre que Dieu a créée pour nous, et Dieu a mis des limites, des périodes. C'est ainsi que même lorsque Jésus était venu, personne ne pouvait connaître, parce que les gens, il y a ceux qui étudiaient ça, mais beaucoup ne connaissaient pas. Mais ici, même dans l'histoire, nous avons toujours, il y a toujours une période. Il y a toujours une période ou une ère. C'est ainsi que nous avons Renaissance, nous avons classique, nous avons le siècle des romantiques, nous avons le siècle de contemporain. Donc, il y a toujours des étapes. Mais dans l'histoire de la RDC, comprenez qu'il y a aussi des étapes, mais vous ne comprenez pas réellement ces étapes-là. Et c'est dans ces étapes-là que nous allons parler. Et ces étapes vont avec la spiritualité. La première étape, ou la première ère, la période du pouvoir politique en RDC, était très très courte. C'était entre, on a eu l'indépendance le 30 juin, donc commençons juillet. Dès juillet en septembre, donc 3 mois seulement. Donc c'était une période très difficile. La femme veut enfanter, le dragon est là et le dragon se saisit de cet enfant. C'est ça le problème. Et l'enfant a été pris par le dragon et vous saurez qui est le dragon. C'est une personne que nous avons vue, que nous avons vénérée, mais tout en ne sachant pas que c'était lui notre malheur parce qu'il s'était tellement déguisé en ange des lumières. Le dragon s'est accaparé de cet enfant qui était l'indépendance, et très tôt d'ailleurs. Et cette période est très courte. Maintenant, il y a la deuxième ère. Donc je ne peux pas insister sur la première ère parce que c'était très courte. Deuxième ère, ou deuxième période, est partie de septembre 1960 jusqu'à la mort d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. C'est une période, tout ça que vous voyez, l'AFDEL, tout ça, ce sont des choses qui sont en train, des incises tout simplement. Mais la vraie période est allée de septembre à cette époque. Pourquoi je dis ça? C'est parce que Etienne Tshisekedi était cette personne qui a façonné Mobutu. C'était l'unique qui connaissait le droit et tout ça, et Mobutu l'avait utilisé dans ce sens-là. Si lui il dit ça, Mobutu ne connaissait que les armes. Et tout ce qu'il jouait, c'est-à-dire jouer au petit malin avec Lumumba, tout ça. Mais l'homme qui lui a dit qu'il faut faire ça et ça, c'est Etienne Tshisekedi. C'est Etienne Tshisekedi qui lui a même dit que Mulamba était très dangereux, il fallait l'envoyer très loin. Écoutez, Mulamba, c'est la personne qui avait donné la lettre à Kasavubu. C'est-à-dire, en 65, lorsqu'ils ont fait leur coup d'État, il manquait qu'une personne allait remettre la lettre à Kasavubu. Il n'y avait personne, ils se sont regardés, et c'est alors que Mulamba s'est dit, moi je vais aller rencontrer Kasavubu. Et il est allé, il a dit à Kasavubu, à partir de maintenant, tu n'es plus chef de l'État, ainsi de suite. Voilà pourquoi il était le premier ministre
Mais pour Mobutu, la présence de Moulamba, pour lui, il a fait voir à Mobutu que c'est un monsieur très dangereux et il risque de vous détrôner. Il faut le mettre, l'envoyer très loin. Moulamba a été envoyé au Japon très loin, très loin. Et il est allé mourir dans des conditions, nous ne savons pas. Ça, c'est Etienne Tshisekedi. Et il y a eu aussi l'homme ici de Guillaume Lubaya. Guillaume Lubaya était l'ombre. Il portait ombrage à Etienne Tshisekedi. Et Etienne Tshisekedi a décidé que ce monsieur-là soit éliminé. On a éliminé son fils, c'est Claudel. Il connaît tout ce que je suis en train de dire. Donc voilà comment Tshisekedi a fait. Tshisekedi, c'était le dragon. C'était lui le dragon. Il était dans le noir, il était dans l'ombre, mais c'est lui qui dirigeait tout. Il est parvenu même à avoir le cœur de Mama Yemo, la maman de Mobutu. Parce que Mama Yemo est partie mourir très long. Pourquoi Mama Yemo était partie? Parce qu'il avait compris que son fils n'était plus son fils. Il tue les Kimba alors que le pape avait demandé à ce qu'on puisse libérer ces gens. Mais non, lui, il les a tués. Sa mère a dit qu'elle écoutait. Ça, c'est l'église catholique. C'est là que moi, ce sont des gens qui m'ont fait grandir. Alors, vous restez avec Kinshasa. Moi, je préfère bien mourir dans la pauvreté. Et cette maman-là, que vous appelez hôpital Mama Yemo, c'est la maman de Mobutu. Elle a refusé le pouvoir. Elle a refusé tout. Elle a préféré aller habiter dans sa hutte à Libenge. Et c'est là, je crois, elle est décédée là-bas. Elle a refusé son fils. C'était une malédiction. Mais Mobutu, Félix, Kabila, Tshisekedi est allé séduire cette maman pour que qu'il y ait une alliance entre Mobutu et entre Mobutu et lui, quoi. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas qu'il se fasse du mal. Et Maman et moi accepté cela et ils ont fait ce serment-là. Mobutu ne pouvait rien faire du mal à Etienne Tshisekedi. Et Etienne Tshisekedi ne pouvait pas faire du mal à Mobutu. C'est là que nous n'avions pas compris. Vous voyez, compatriotes, c'est ça la première énigme. Etienne Tshisekedi a développé cette affaire dans sa politique, dans les noms. Tout ce que Mobutu disait, c'était les noms. Il y avait les noms et la rue. C'est ça Etienne Tshisekedi. Remarquez, sa politique, c'était le non. Dire non, je ne veux pas. Et la rue, je vais amener le peuple dans la rue. Et c'était ça, toute sa politique. Donc, à partir de sa politique de non et la rue, Etienne Tshisekedi était appelé ce qu'on appelle le sphinx de l'humanité. Le sphinx, dans la mythologie grecque, c'était une personne qui avait beaucoup de questions là, très difficiles, tout ça, et puis il bouffait les gens, il les tuait, et personne ne réussissait à cela. Bon, vous pouvez étudier, c'est dans la mythologie grecque. Voici un peu la première énigme d'Etienne Tshisekedi, mais nous n'avions pas compris. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui vous semblent être révélées maintenant. La première énigme d'Etienne Tshisekedi, c'était que nous sommes le 24 avril 1990. Mobutu prononce son discours. Mobutu était sincère, très sincère. Et il dit, écoutez, nous faisons le multipartisme à 3. Bon, tout le monde avait apprécié tout ça. C'est Mobutu lui-même. Et voilà maintenant comment les choses se sont compliquées. Le soir de la même journée, Mobutu organise une conférence de presse pour un éclaircissement. C'est là que viendra Kwebe Kimpele. Kwebe Kimpele posera une question à Mobutu. Et Mobutu s'est senti humilié. La question était simple. Il a dit que, bon, écoutez, M. Mobutu, la constitution de la RDC dit que pour être président de la République, il faut être président du impère. Maintenant, vous venez de prendre congé du impère, donc vous avez pris aussi congé de la République. Et Mobutu a perdu son contrôle. Et vous savez ce qu'il a dit. Mais est-ce que vous pouvez poser une telle question ici? Parce que Mobutu ne pouvait pas s'imaginer qu'un homme Kwebe, Kimpele, que toute la République connaît, puisse lui poser cette question. Mais Kwebe, c'était le grand Mobutiste de tous les Mobutistes.
et lui poser une question, c'était très très difficile. Maintenant, au soir, parce que c'était une conférence de presse en direct d'ailleurs, au soir de cela, je suis sûr que Etienne Tshisekedi est allé voir Mobutu pour lui dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu nous as tués. Comment tu peux accepter 3 partis politiques? Le premier parti, c'est l'UMPR, c'est bien. Deuxième parti, c'est l'UDPS, c'est bien. Mais le troisième parti, c'est les Lumumbistes. Mais vous savez, les Lumumbistes, c'est ce que nous avons fait avec les Lumumbistes. Maintenant, Etienne Tshisekedi, à ce moment-là, le peuple avait déjà vomi Mobutu. Donc lui, publiquement, il ne pouvait pas être avec Mobutu. Mais s'il y a les élections maintenant, comment ça allait se faire? Le peuple, sûrement, ils allaient voter pour Lumumba. C'est-à-dire pour les Lumumbistes qui allaient venir. Donc Kabila, à ce moment-là, c'était les Gbenye, les Gwenye ou les Gizenga. Ce sont eux qui aidaient à être des présidents de la République dans les élections telles que ça a été fait. Et Mobutu a compris cela en retard. Voilà pourquoi Tshisekedi a changé les cartes pour dire non, pas de multipartisme à 3, nous devons aller à l'intégral. Et les jeux s'est embrouillé. Et ici, avec les noms et la rue, les noms et la rue, et vous connaissez cette affaire-là. Et Etienne Tshisekedi, pour encore embrouiller les choses, son gouvernement à la CNS, il a mis des gens qui n'avaient pas la capacité. Il a oublié les Mwankiem, les Birindois, les Makibasa, les Kyungu, il les a tous mis de côté. Il a pris des gens comme les Honorine Nabouni, oui je crois, Sabouni ou Nabouni, quelque chose comme ça. Il a pris l'homme qui est décédé dernièrement, Pierre Lumbi. Il a pris des gens là Vous avez maintenant compris pourquoi cette énigme. Et tout cela, on trouvait que c'est normal. Non, vous savez, il faut commencer, ainsi de suite. Première énigme. Maintenant, vous avez la vérité que c'est Etienne Tshisekedi qui a détruit la démocratie en RDC. Deuxième énigme. L'AFDEL est en train de venir, mais Etienne Tshisekedi est informé. Au niveau du Nord Kivu, Sud Kivu, partout là-bas, il y avait les gens de l'UDPS qui sonnaient à Kinshasa pour dire que les gens qui viennent, ce sont des Rwandais. Moi, j'étais en Mouvement. Ils sont arrivés là-bas en avril. Je connais même la date. C'était le samedi 5 avril 1997. Ils sont arrivés en Mouvement. Moi, lorsque ces gens-là sont entrés en Mouvement, je me suis tenu la tête. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Au moment où la population a liesse, moi, je voyais des Rwandais. Et je n'avais pas la liesse. Je ne sais pas quelque chose. Bon, je ne sais pas. C'est alors que j'ai senti que le pays était déjà foutu. Donc, compatriotes congolais, Etienne Tshisekedi était au courant que ceux qui venaient, c'était des Rwandais. Et pourtant, à cette époque-là, nous avions Mayele. Il s'attendait bien avec Mayele. Il pouvait monter une action. Nous avions toute la DSP avec nous. Et nous avions les militaires qu'il fallait tout simplement encourager. Et nous devions avoir le peuple. Ces gens-là, ils devraient arriver même à Kinshasa, là, on les arrête comme des petits champs. Mais Etienne Tshisekedi a laissé, il a favorisé ces choses-là. Etienne Tshisekedi encore, lui, a vendu un dragon. Le troisième énigme, c'est après les élections de 2011. Etienne Tshisekedi est parti en Occident pour 2 ans, vous savez. Mais qu'est-ce qu'il faisait dans les 2 ans? Il faisait des accords maintenant avec Kabila. Et comme il est toujours ce qu'il est, on l'a trompé par l'AFDEL, qu'il allait avoir le pouvoir, il ne lui a pas donné. Donc il a eu des malins plus malins que lui. Et, au niveau de ces accords qu'il a commencé à faire avec Félix, Félix aussi l'a dribblé. Et il l'a même amené à la mort. Donc, vous voyez. Donc, Etienne Tshisekedi était là toujours dribblé et tout ça. Et même c'est Félix qui peut vous dire que son père c'est un démon. C'est lui seul qui peut vous dire. Et ils ont vu que... Et même, je ne suis pas dans l'entourage de Félix, ils disent écoutez, mais Etienne Tshisekedi c'était l'homme des non, 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 non. Mais maintenant, nous devons accepter les oui. Donc, il fallait faire le contraire. Donc, voilà. Ça veut dire que c'est le démon. Et Félix, félicitations à ce niveau-là pour avoir éliminé ces démons-là. Bon, voilà, c'est un peu ça. Etienne Tshisekedi a développé l'idée tout simplement d'opposer les gens, d'opposer que non, les gens de FCC, ce sont les diables, vous êtes les biens. Et les gens de MPR, ce sont c'est pas moi, des diablotins, mais nous sommes bien, ainsi de suite. Et tout cela a fait que Etienne Tshisekedi a tué le pays. Et l'UDPS était
avec son évangile, de purifier tous les assassins, les criminels. Et il était même dit que tout est pur et purifiable au sein du Père. Que vous soyez criminel, vous soyez assassin, que vous soyez meurtrier, voleur, tout, vous pouvez être purifié. Donc tout est purifiable par Etienne Tshisekedi, qui est en fait le chef de ce temple. Donc, compatriotes congolais, cette ère-là est terminée. Cette ère est terminée le 1er février, lorsqu'il est mort, là, en 2017. C'est ça, cette période-là est terminée. Mais cette période a continué un peu avec des gens pas très forts. C'est ce qu'on appelle l'amouka. Lorsque même Félix parle de fétiches et tout ça, je ne sais pas, mais je ne sais pas très comprendre. Mais Félix aussi n'est pas fou pour inventer n'importe quoi. Qu'il était ensorcelé et tout ça, je ne sais pas. Mais il s'est fait que l'esprit d'Etienne Tshisekedi devrait être dans une personne, au sein de tous ces gens-là. C'est ainsi qu'ils ont continué avec la Mouka, mais le peuple ne pouvait pas connaître toutes ces choses-là. Et bon, les historiens, je laisse le temps aux historiens, ils vont expliquer toutes ces choses. Et la Mouka est allé là-bas, ils se sont compliqués, voilà, tout ça c'est terminé. Maintenant j'arrive à mon dernier point, prenez patience parce que c'est très important que vous compreniez ces choses. J'arrive maintenant à la période que nous sommes en train de traverser, qui est une période très importante. Je parle de la Renaissance. La Renaissance, c'est la Renaissance de la jeunesse. Je vous ai dit de ce que était Etienne Tshisekedi et ses disciples. Ses disciples, nous avons Moubake, nous avons Fayulu, ça sont ses disciples. Donc, la même manière que Etienne Tshisekedi raisonnait, c'est de la même manière que Moubake raisonne, c'est de la même manière que Fayulu va raisonner. Ils vont vous dire toujours non, 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 non. Parce qu'ils ont appris, c'est à cette école-là qu'ils ont appris. Et donc, comprenons bien les choses, à ce niveau-là, nous allons comprendre. Si vous voyez Moubake parler quelque chose, comparez un peu ça à son maître. Et vous verrez que c'est la même chose. Si Fayulu parle, vous allez voir que non, surtout dans la prise de décision, vous verrez qu'il se réfère toujours à son maître. Et son maître, c'était le grand dragon. Et sa mort, moi je l'avais dit, je l'avais, je crois, écrit sur mon tweet, que c'était la première libération. La mort d'Etienne Tshisekedi, c'était la première libération. Et la seconde libération, bien sûr, c'est celle-là que le peuple va faire. Donc voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau-là. La jeunesse maintenant avec la nouvelle technologie s'est révolutionnée. Voilà pourquoi l'Internet était souvent coupé. Et même maintenant, si on est en train de vous couper l'Internet, mettez-vous en tête que c'est à cause de cela. C'est à cause de ce que vous comprenez bien les choses, qu'on veut vous priver de toutes ces choses-là. Et nous allons y veiller, comprendre cela. Donc, comme je l'ai dit, si je peux dire qu'est-ce que le Congo libre, beaucoup vous allez me poser la question, qu'est-ce que le Congo libre? Mais je vous ai dit que le Congo libre n'est pas un parti politique, ce n'est pas une association politique, ce n'est pas quelque chose où vous venez... Parce que ces choses-là, ils ont pour objectif d'avoir le pouvoir. Mais le Congo libre n'a pas cette aspiration-là, ce n'est pas son aspiration première. Son aspiration première, c'est d'aider d'abord les Congolais qui ont soif de se battre. Parce que plusieurs sont déçus par des partis politiques. Mais il y a des Congolais qui veulent se battre, même individuellement, se battre. Comment ils doivent être soutenus? C'est ça le Congo libre. C'est un creuset politique où chaque Congolais, ou individuellement, ou collectivement, peut se ressourcer pour l'accomplissement de son combat idéal. Vous savez, chacun a son combat. Nous ne pouvons pas nous diviser. Aller aux élections n'est pas aller aux élections. Non, allons aux élections. Avec one man, one vote, les choses changent. Partout, ça change. Ne pensez pas que c'est difficile. Il n'y a rien de difficile. Les choses changent facilement. Mais à condition que nous soyons dans le processus, que tout soit fait. Et que si nous disons que c'est le 10 janvier 2023 qu'il y a les élections au niveau cantonal ou au niveau municipal, que ce jour-là, les choses soient faites ce jour-là.
Et que si ces choses ne sont pas faites, ce jour-là, eh ben, la rue va parler. C'est ça la révolution populaire. Et c'est à ce niveau-là que le Congo libre prépare la jeunesse à pouvoir aller dans la rue dans cette affaire-là. Et si les choses ne sont pas faites, le calendrier électoral n'est pas fait à l'avance, le peuple sera dans la rue. C'est ça. Pour compatriotes congolais, nous ne devons pas éviter les élections. Les élections, c'est la clé de réussite. Ce sont les élections qui feront que nous puissions nous battre et gagner. Le langage que je vous dis, c'est un langage différent des langages des autres qui ont dit non aux élections, non je ne sais pas moi à quoi, et ils n'ont jamais amené le peuple quelque part. Les jeunes sont toujours là en train de souffrir. Aujourd'hui, nous avons les Koulouna, toujours avec cette politique des non, non, non. Et lorsqu'on refuse Malonda, je vous ai expliqué pourquoi. Félix refuse parce qu'il n'est pas prêt pour aller aux élections. Et quand il y aura les élections transparentes, il va échouer. Parce que le peuple maintenant est éveillé. Hein? C'est ça en fait. Et c'est tout le monde qui est éveillé. Aujourd'hui, Fayoulou, vous n'allez pas encore le tricher. Fayoulou a été surpris à cette époque. Il ne savait pas que c'était lui qui devrait être le candidat. Et il ne savait pas qu'il pouvait y avoir des trahisons. Mais il s'est retrouvé là. Et voilà, on a fait ce qu'on a fait, il a aussi fait ce qu'il a fait. Mais les élections, en fait, ne sont pas mauvaises. Les élections sont là et nous devons nous battre pour arriver à ce niveau-là. Et nous devons y aller de manière unie, organisée, et de manière à ce que partout, d'abord, qu'il y ait les votes par des listes, au lieu d'aller par des individus, c'est là où il y a la tricherie. Mais s'il y a la liste de FCC, la liste des Cash, la liste de la Mouka, la liste de Congo Libre, mais ça, ce sont de poids politiques. Le peuple aura à voter des listes. Et le calcul sera simple. On sera, bon, le Congo Libre a combien, par exemple, à Kinshasa. Non, le Congo Libre a autant à Kinshasa. Il a autant dans les Hauts-Zaïre. Il a autant dans les... Vous voyez, maintenant, sur cette liste, il y a maintenant des noms des gens selon l'ordre de préséance. Et tous les problèmes s'arrangent, qui peut aller au Parlement, qui peut aller dans la ville, et ainsi de suite. Il n'y aura pas. Donc, même les suppléants seront sur la liste. Parce que personne ne sera connu, mais il est suppléant par ordre numérique. C'est très simple, ça se fait ici en Europe, ça ne pose même pas de problème. Donc, en fait, c'est cela. Etienne, allons aux élections, ne refusons pas les élections, battons-nous pour les élections. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce que lorsque la lumière arrive, le ténèbre disparaît. La lumière, c'est ça la vérité. La lumière, c'est le peuple. Lorsque le peuple vient, les ténèbres disparaissent. C'est automatique. Ça n'est même pas beaucoup de problèmes à faire. Si au niveau déjà de la commune, on connaît qui est passé, on connaît déjà la tendance, on connaît qui va, même si ce sera élu au 3e degré, je ne sais pas moi, même si à l'Assemblée, mais vous aurez déjà tous les députés. Mais qui va battre, par exemple, l'UDPS sur terrain? Dis-moi, qui va battre? Il suffit tout simplement que l'UDPS retrouve ses lettres de noblesse. C'est tout. C'est tout, c'est fini, qui va le battre sur terrain. Il aura à ravir tout et il aura tout le Parlement, il aura tout et partout. Mais on est en train de l'avoir parce que les élections commencent par les hauts et puis les élections couplées, et c'est là où on les a eues. Donc voilà. Et j'espère que l'UDPS a compris, ils ont compris. Donc, si les élections commencent par la base, comme l'avait dit la CNES ou Sun City, et que si nous amenons le système des listes au lieu des individuels, eh ben, nous allons... Parce que c'est le parti qui connaît qui est qui. C'est le parti qui connaît. C'est le parti qui peut dire que vous pouvez aller à l'Assemblée nationale, vous pouvez aller à l'Assemblée régionale. C'est le parti politique. Mais si vous mettez que par quelqu'un, parce qu'il a l'argent, il devient député, mais c'est ça, nous sommes en train de nous tuer nous-mêmes. Donc, réorganisant les choses, j'invite tous les compatriotes politiques, les Ngwanda et les autres, de convoquer une convention des démocrates
et dans ces conventions sortir, comment on appelle, un cahier de charges où tout cela est détaillé. Et c'est avec ce cahier de charges, si ce n'est pas respecté, mais c'est alors que nous allons voir leur mauvaise foi. Et dès qu'on constate leur mauvaise foi, mais la population sera dans la rue. C'est simple à comprendre. Donc, ne jouons pas avec notre temps. Le temps est très, très précieux. Aujourd'hui, nous sommes le 625e jour du pouvoir de Félix, de sa COP, ce n'est même pas le pouvoir, de sa COP ou sa coopération. Il est à son 625e jour, aujourd'hui le 10 octobre 2020. Donc il lui reste encore 835 jours d'exercice du pouvoir ou d'exercice de son impérium, parce que c'est l'impérium qu'il a placé là-bas, c'est pas le pouvoir, c'est son impérium. Et la dernière année a toujours été consacrée aux élections, donc il ne faudrait pas tenir compte de ça. Donc il lui reste 835 jours d'impérium. Alors nous devons être capables de pouvoir entrer en danse et connaître ce que nous devons faire. Le Congo libre a eu toute une autre démarche. Comme je vous ai dit, nous nous battons pour la dignité, nous nous battons pour la fierté du Congolais, nous nous battons pour l'amour, nous nous battons pour la liberté, nous nous battons pour toutes ces choses, l'unité, la grandeur, la fierté. Voilà, nous nous battons là-dessus. Mais il y a des politiciens qui veulent toujours diviser avec des discours pour diviser. Non, je ne veux pas que nous puissions nous diviser à cela. Lorsque le Congo libre se bat, ce n'est pas pour avoir le pouvoir, mais c'est pour défendre la dignité congolaise. Tous les individus ne doivent pas faire la politique, mais au moins ils ont le droit de vivre. Et voilà, c'est à ce niveau-là que nous allons nous dire. Voilà, compatriotes congolais, j'ai beaucoup dit aujourd'hui. Ma voix est presque commence déjà à devenir rock. Mais dans tout ce que je suis en train de dire, c'est que le peuple est là sur terrain. La jeunesse attend les hommes politiques sur terrain. J'ai constaté que la jeunesse a peur, a très peur dans la vie. Elle a peur de se jeter dans le vide. On ne lui a pas appris à comment se battre et comment entreprendre une aventure. Donc j'ai senti vraiment la peur là-dessus. Et moi, je leur fais voir que le Congo libre est là pour vous soutenir. Et le Congo libre doit vous montrer comment vous devez revendiquer vos droits. Parce que si vous ne les revendiquez pas, personne ne vous les donnera. Et nous serons là et vous ne serez pas surpris des événements parce que les événements, vous les saurez comment ça va venir. Les élections, c'est très magnifique, il est très très important d'aller toujours là, il ne faudrait pas refuser. Il ne faut plus jamais refuser. Vous savez, nous sommes là à Beni, et à Beni est déjà vendu, vous savez, à l'Ouganda, vous savez ça. Milembo est déjà vendu aussi au Rwanda. Ça, ce sont des choses que vous devez savoir. Voilà pourquoi nous devons récupérer nos terres. Nous devons être là, prêts à faire quelque chose de très important. Sinon, nous risquons de ne pas connaître réellement ce que nous sommes en train de faire. Nous devons nous battre. J'appelle notre compatriote congolais à pouvoir se battre, à pouvoir s'organiser, à pouvoir réunir les 5 doigts de la main pour former un point pour un punch final. Merci compatriotes congolais, merci, j'ai été long, c'était important que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. C'est très important parce que les temps sont là. Nous avons encore le temps pour changer les choses. Si nous voulons réellement aider ce pays à aller au devant, si nous voulons à ce que ce Congo soit un pays où règne la paix,
un pays uni, un pays où chaque Congolais aura la fierté. Un pays plein de dignité, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut le faire. Il ne faut pas attendre. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le peuple congolais. Merci beaucoup. Merci.